Bonjour et bienvenue dans Amis, le podcast où... Ah, ça va détraquer là. Ça va détraquer sec. C'est vrai. Salut, moi c'est Anaïs et je suis détraquante. Et moi c'est Marie et je suis détraquée. Aujourd'hui, on se plonge dans l'un de mes volets préférés de Harry Potter, que ce soit en livre ou à l'écran. Il va y avoir des monstres qui font peur, des rebelles au grand cœur et des cartes du maraudeur. Anaïs, calme-toi. Elle a un air dubitatif à chaque truc que je dis. Aujourd'hui, on vous parle... Il faut imaginer entre crochets sur l'écran, mou dubitatif. Aujourd'hui, on vous parle du 3e chapitre de la saga Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Un film qui est sorti en 2004 et qui a été réalisé par Alfonso Cuarón. Mais qu'on regarde Twilight, Friends ou Harry Potter, il y a vraiment des dynamiques qui ne changent pas. Et c'est ça qui est merveilleux. Tu te souviens de ce qui se passe là ? Non, Marie, je ne me souviens pas de ce qui se passe. Il va être attaqué. Il va devoir se battre avec sa grosse baguette. Ça va pas, toi. Il y a 13 ans. Ça fait peur. C'est con. Il va se faire détraquer. Meuf, un peu de décence. 36-15, gênant. S'il te plaît. Ceci dit, je vais te reconnaître une chose, c'est qu'il y a certaines de tes réactions qui vraiment saisissent bien l'essence du film. Merci. Mais c'est bon, laisse les canidés régler leurs problèmes entre eux, là. Allez vous coucher, il est tard. Ils dorment jamais, ces élèves. Vraiment, on dirait toute une métaphore sur comment contrôler son zizi, quoi. Je me souviens, pendant une relecture d'Harry Potter, il y avait un truc, je crois que c'est dans le 4, où il y a un passage où Cédric Diggory parle du fait qu'il a polished his wand last night, donc qu'il a poli sa baguette la nuit précédente. Mais donc oui, il y a quand même on peut y voir en tout cas des métaphores phalliques. Tout à fait. Et évidemment, Anaïs, tu les as vues. On peut toujours compter sur toi pour ce genre de choses, c'est ça qui est bien. Comprendre l'intrigue, non. Par contre, tout le reste, il n'y a pas de souci. Bon, écoute Anaïs, tu sais ce qu'il te reste à faire pour les 30 prochaines secondes. Oui. Tu dois résumer l'intrigue. Harry Potter donne un sens littéral à l'expression « tu me gonfles ». Ensuite, il prend un bus de nuit qui a l'air d'être aussi propre et confortable qu'une infirmerie dans les tranchées en 1917. Mais il y a quand même un chandelier en cristal dedans. Donc, petite incohérence. Mais c'est ça le monde des sorciers. Tu sais pas trop où te situer, quoi. Ensuite, Harry Potter apprend qu'un homme nommé Sirius Black s'est échappé de la prison d'Azkaban et le recherche, lui, pour le tuer. Sauf qu'il ne sait pas que cet homme est en fait gentil et aussi c'est son parrain. Et qui est méga sexy. On y reviendra. Mais nous, on sait qu'il est gentil. Enfin, on le sait parce qu'on a lu les livres et qu'on connaît l'intrigue. Pas parce qu'on n'est pas censé le savoir au début du film. Non, mais on le sait parce qu'on a lu les livres. Parce qu'on est des êtres humains. Comme Sirius Black... Calmons-nous. Comme Sirius Black est recherché par la police du monde des sorciers, il y a des détraqueurs qui sont envoyés et les détraqueurs, ils détraquent la météo et la santé mentale et physique des gens. C'est un peu comme les législatives. C'est des espèces de trucs qui volent et qui font peur et qui absorbent la joie de vivre. Et il y a un hippogriffe et il y a des crapauds qui font de la chorale et il y a du voyage dans le temps. Est-ce que tu as des questions ? Oui, j'ai des questions. Elles sont rhétoriques ou je peux répondre à certaines ? Tu peux répondre à celles qui ne sont pas rhétoriques. D'accord. Je te laisse utiliser tous les outils dans ton sac analytique et intellectuel pour comprendre lesquels sont rhétoriques et lesquels ne le sont pas. Je crois que tu me surestimes. Par exemple, quel après-shampoing Rogue utilise-t-il ? D'accord, rhétorique. Est-ce qu'on peut qualifier Peter Pettigrew de rongeur sexy ? Non. Oui, parce que pour ceux qui ne vivent pas sur Internet, comme c'est notre cas, ces derniers mois, en fait, il y a une nouvelle tendance, soi-disant, c'est parmi les célébrités, c'est que les hommes qui ressemblent à des rongeurs sexy sont populaires auprès de tout le monde en ligne. Ça a commencé avec Challengers, parce que les deux acteurs ressemblent, soi-disant, à des rongeurs sexy. Oui. N'importe quoi. Moi, personnellement, j'ai mangé un rongeur récemment. Il n'était pas sexy du tout. Anaïs a mangé un rat... Non, c'était pas un raton laveur, c'était quoi ? Non, c'était un cochon d'Inde frit. Ah, c'est horrible. Voilà, c'était au Pérou, c'est une spécialité locale. Je vous en reparlerai sans doute à chaque épisode jusqu'à la fin d'Amis. En fait, si t'avais une villain origin story, ce serait ce plat. En fait, ça a changé le cours de ta vie.
Autre question, le terrain de Quidditch, Ouais. par quoi est-il délimité? Parce que quand Harry Potter va chercher le truc qui vole, parfois on a l'impression qu'il pourrait aller Le très vif très d'or. loin. Ouais, Oui. le vif d'or. Ouais, il peut aller très très loin. Je crois qu'il n'y a pas trop de limites pour le vif d'or, justement. D'accord, donc si le vif d'or décide de déménager à Austin, Texas, Harry Potter doit aller là-bas. J'imagine que le vif d'or a quand même une capacité de voyage qui est limitée sur la distance. Bah ça, j'aimerais savoir, tu vois, quelle est la capacité de distance? Alors, visiblement, selon notre productrice, les joueurs ne peuvent pas dépasser la limite du terrain. J'imagine que c'est une liberté que les films ont pris pour donner un peu plus d'ampleur à ces scènes. Après, ils peuvent aller très haut, c'est surtout ça, parce que dans le livre aussi, il monte très haut, il est dans les nuages et tout ça. Le père Weasley, Ouais. c'est lui qui, au début du film, prend Harry Potter à part pour lui dire que Sirius Black a décidé que Harry était la seule chose qui se tenait entre Voldemort et la conquête... La vie. Voilà. Et que donc c'est pour ça qu'il a choisi d'éliminer Harry Potter. Or, c'est complètement faux. D'où tient-il ces informations et comment il les a recoupées? Le père de Ron, tu sais où il travaille? Au ministère de la Magie. Voilà, c'est là d'où il tient ces informations. C'est-à-dire donc, c'est encore une fois la preuve que nos gouvernants sont des incapables. Certes, je ne contredirai pas ça, mais tu as compris pourquoi tout le monde pense que Sirius Black est après Harry Potter. Oui, parce qu'en fait, il y a une inversion entre lui et Petit Gros, et il y a tout un truc, au moment où Petit Gros est mort, mais en fait, il n'est pas mort, la version prédominante de l'histoire qui a perduré, c'était que Sirius Black avait trahi les parents de Harry Potter et qu'il avait tué Petit Gros et que c'était un allié de Voldemort. Oui, alors en fait ce qui s'est passé, je vais faire un petit point juste mythologique, ce qui s'est passé c'est qu'il y a un sort pour mettre quelqu'un dans le secret, t'établis un lien avec quelqu'un pour lui donner ton secret et en fait tu trouves quelqu'un de confiance et c'est la seule personne à qui tu livres ce secret. Et quand les parents de Harry se sont cachés avec lui parce qu'ils savaient qu'ils étaient pris pour cible par Voldemort, ils ont donné leur cachette à une seule personne. Et tout le monde pensait que cette personne était Sirius, parce que c'était le meilleur ami de James et que c'était le parrain d'Harry. Mais à ce moment-là, ils ont choisi Peter Pettigrew à la place. Mais comme tout le monde pensait que la seule personne de confiance était Sirius, les gens ont vraiment cru que c'était Sirius qui avait trahi. Et ensuite, il y a eu le fait que la confrontation entre Sirius et Peter, vu que Sirius, lui, savait qui avait trahi, et Peter a fait une mise en scène où il a prétendu mourir, mais en fait, il s'est juste coupé le doigt et il s'est transformé en rat. Mais en fait, la raison pour laquelle le ministère pense qu'il en est après Harry, déjà, c'est à cause de ce contexte. C'est parce qu'il pense que déjà, il était allié à Voldemort et qu'il a trahi les parents d'Harry. Et c'est aussi parce que dans son sommeil, ça c'est un truc qui est dans le livre, on ne met pas dans le film, dans son sommeil à Azkaban, les détraqueurs l'ont entendu grommeler « il est à Poudlard, il est à Poudlard ». Et donc, ils pensent qu'il parlait de Harry Potter, alors qu'en fait, il parlait évidemment du rat de Scabbers, qui donc était Peter Pettigrew. Ok. Voilà. Donc c'est pour ça que le ministère de la Magie pense, quand il s'est échappé, que l'endroit où il va aller, c'est Poudlard, quoi, pour s'en prendre à Harry. D'accord. Tu pensais pas avoir une réponse aussi détaillée, hein? Non, c'est ça, j'ai un peu décroché au milieu, mais... Est-ce que les Animagus ont un lien avec les Animaniacs? Ouais. Très clairement, oui. Ils ont signé un contrat. Ouais. Et est-ce que le Bogart a un lien de parenté avec Humphrey ou pas du tout? Aussi, oui. D'accord. Évidemment. Ouais. Ok, c'est son grand-oncle. Exactement. Je pense que c'est tout. Comme dans tout nouveau chapitre de la saga, il y a des nouveaux personnages. Et cette fois-ci, selon moi, ce sont les meilleurs de la série. Ou en tout cas parmi les meilleurs de la série. Mais moi, j'adore Sirius, donc voilà. C'est mon opinion. Mais on va pas commencer avec eux. On va commencer avec la tante Marge, qui est donc la sœur de Vernon, qui est jouée par Pam Ferris, qui jouait aussi la directrice horrible dans Mathilda. Donc vraiment quelqu'un qui est typecasté dans un certain type de rôle. Comment tu décrirais la tante Marge? Elle est affreuse. Ouais. Elle est très méchante. D'autres synonymes d'affreuse et méchante? Elle évoquera tous les membres de votre famille qui sont extrêmement racistes, homophobes, déplaisants, méchants et affreux.
Elle vient passer une semaine chez les Dursley. Et l'enjeu, c'est qu'à ce moment-là, Harry veut que Vernon signe l'autorisation pour aller visiter Préolard. Parce qu'à partir de la 3e année, les élèves peuvent faire des journées dans le petit village de sorciers qui est juste à côté de Poudlard. Et pour ça, il faut qu'il ait l'autorisation signée de son gardien légal. Elle est déjà en train de bâiller. Et donc, Vernon a mis comme condition pour signer ça le fait que Harry se comporte bien pendant toute la semaine, ne cause pas de confrontation avec Marge et joue le jeu du fait qu'il est, en fait, la version qu'ils ont donnée à Marge, c'est qu'il est en pensionnat pour jeunes délinquants. Bon, et évidemment, Marge va le provoquer et Harry va la faire gonfler et c'est assez emblématique comme scène et elle va s'envoler dans les airs. Ouais, c'est un peu comme le truc avec le serpent dans le premier film, c'est-à-dire qu'il contrôle pas oui, c'est involontaire. Le fait que c'est en train de se passer. Et donc, c'est un autre type de magie ou de pouvoir que ce qu'il apprend à Poudlard, puisqu'il ne jette pas un sort, il ne dit pas de mots qui finit en « us » et il n'agite pas sa baguette. Oui. Juste, il s'énerve et il y a quelqu'un qui gonfle. Si on veut être très technique, c'est pas forcément un autre type de magie, c'est juste que pour être à Poudlard, il faut déjà avoir ce type de magie parce que sinon tu peux pas faire de sort, tu vois, si t'as pas de pouvoir. Et c'est parce qu'il a une magie naturelle et qu'il a toujours fait des choses étranges qui peut justement... Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a même des enfants de sorciers qui parfois ont pas de pouvoir et qui peuvent pas aller à Poudlard. Mais en tout cas, c'est une très bonne représentation à ce qui arrive à Marge du syndrome prémenstruel. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ensuite, on a la professeure Trelawney, qui est la professeure des arts divinatoires, qui est jouée par Emma Thompson, qui s'éclate dans ce rôle. T'en as pensé quoi ? Le problème, c'est que depuis que j'ai dû voir à 2 reprises Last Christmas, j'en veux à Emma Thompson. T'en veux surtout à la Emma Thompson qui en fait des caisses, parce que là, c'est ce type-là. Oui, mais elle a écrit ce film aussi. Last Christmas, tu veux dire ? Oui, c'est vrai. Donc en fait, j'ai du mal maintenant à la considérer comme brillante ou intelligente, ce qui était le cas avant que je voie Last Christmas. Mais c'est elle a écrit Raison et Sentiment aussi. Oui, c'est vrai. Mais elle est vraiment très très drôle dans ce rôle. Et on en reparlera de nombreuses fois dans les prochains épisodes, sache-le, parce que c'est un sujet qui est très important pour moi. Je le sais puisque tu l'as déjà mentionné 18 fois. Il y a le nouveau Dumbledore, qui est joué par Michael Gambon, parce que Richard Harris, qui jouait Dumbledore dans les 2 premiers volets, est mort entre-temps, puisqu'il était très 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 vieux. Et Michael Gambon, qui est un acteur culte, surtout de la scène britannique, c'est un acteur de théâtre, un comédien, qui a joué aussi, on avait parlé de la version d'Emma, la version BBC d'Emma, c'est lui qui jouait le père dedans. Ah oui. Michael Gambon, qui, de son propre aveu, n'a jamais lu les livres Harry Potter et qui donc n'a jamais trop compris le principe de Dumbledore. Ça se sent pas encore dans ce film, là on pense que ça va. Dans le 4, ça commence à déraper. C'est-à-dire que Dumbledore, il croit que c'est un vieux acariâtre un peu méchant et un peu agressif. Et il s'en prend à Harry de plusieurs fois. On en reparlera. Je vais pas en parler maintenant, mais Je sens que t'en as gros sur la patate. J'en ai gros sur la patate. Je pense que c'est une des plus grosses erreurs de casting. Enfin, c'est vraiment un truc où, pour moi, c'est la façon dont il joue ce rôle, c'est une trahison, quoi. Moi, je l'aime beaucoup dans ce film et je le préfère au Dumbledore des 2 films précédents. Oui, mais parce que Richard Harris, il faisait pas grand-chose, il était très très vieux, donc on dirait Joe Biden. Mais là, en fait, j'aime bien le côté un peu malicieux et un peu edgy de ce Dumbledore-là. Je trouve qu'il a un peu plus de chien. Parmi les personnages principaux, on peut le dire, de ce nouveau volet, il y a les détraqueurs. C'est quoi un détraqueur, Anaïs ? C'est une métaphore pour la dépression. Ce sont des agents gouvernementaux. Ouais, c'est ça. Ce sont des forces de l'ordre, très des forces pénitentiaires même, on pourrait dire. Voilà, des forces pénitentiaires, mais qui sont envoyées en dehors de la prison, donc un peu des forces de l'ordre aussi. Alors, c'est rare, normalement, ils sont pas censés... c'est vraiment parce qu'il y a Sirius Black qui s'est enfui. Et c'est la première fois que quelqu'un s'enfuit d'Azkaban. Donc, D'accord, bravo. Et donc, ils sont tout noirs. C'est comme des fantômes, mais tout noirs. C'est des présences un peu spectrales. Ils ressemblent aux Nazgûl dans Le Seigneur des Anneaux. Ouais, je pense que c'était une grosse inspiration. Ils absorbent toute l'énergie positive, en fait, non seulement des gens, mais aussi visiblement des lieux, puisque... Et de la météo, ouais. Voilà, il pleut beaucoup dans ce film et il fait tout le temps très sombre. Et tu m'as dit que c'était parce qu'il y avait les détraqueurs. Moi, j'avais pas forcément capté que c'était pour ça. Oui, alors les détraqueurs, leur délire, c'est qu'ils peuvent te tuer en aspirant ton âme aussi. En te faisant un bisou. Et ils aspirent ton âme en te faisant un bisou. Voilà. Sounds like my ex. Ok. T'avais beaucoup de choses. C'était gratuit. T'avais beaucoup de choses à dire sur les détraqueurs. Ah, c'est des détraqueurs. Ouais. Ils recherchent Sirius.
C'est un peu comme quand tu vas à Amsterdam en bus et ils arrêtent le bus et ils passent partout pour voir si t'as de la weed ou pas. Ah ouais, c'est exactement pareil. Des trackers. Trop bien. Franchement, si tu veux faire, t'as plus de glaçons, t'as un détraqueur à proximité, tu peux refaire des glaçons hyper vite. Astuce pour vos cocktails de l'été. Ce serait pour les magazines féminins des sorciers. C'est clair. Il y a un hippogriffe ensuite. Qui est un cheval avec un bec et des ailes. Avec une tête d'oiseau, quoi. Enfin, le haut du corps, c'est un oiseau et il a des pattes de cheval, quoi. Ce qui est très drôle, alors il s'appelle Buckbeak. En français, il s'appelle Buck. Plus simple. Ça aurait peut-être aidé pendant ce visionnage parce que disons qu'on l'a rebaptisé maintes fois. Il va s'échapper Buckwheat. Le truc, c'est Dumbledore, à chaque fois, il est pas clair, quoi. Il n'aurait pas pu leur dire, vous pouvez sauver Buckbeak. Ouais, c'est clair. Celui-là, il est génial. Ah, ils vont sauver Blanc-Bec. Ouais, Big-Bec. Quand j'ai fait les extraits, j'étais morte de rire. Il n'y a pas une seule fois où on l'a bien nommé. Quel est votre patronyme préféré? Votez. Buckbeat, Buckwheat. Moi, je vote pour Buckbeat. Oui, c'est peut-être. Mais j'aime bien Bipec. Bipec, c'est pas mal. On fait la connaissance de Buckbeat. Putain. On fait la connaissance de Buckbeak pendant un cours d'Hagrid, parce qu'Hagrid est devenu prof. Oui, félicitations à lui. C'était peut-être pas une très bonne idée. Il a des méthodes d'enseignement un peu brutales. Ouais. Disons que les hippogriffes, ils peuvent être un peu violents. D'ailleurs, ils vont griffer Malfoy, mais c'est parce que c'est un petit con. Mais du coup, lui, il présente les élèves à l'hippogriffe. Mais en même temps, c'est assez cool parce que les élèves, du coup, ils voient des trucs plus sympas que ce qu'ils voyaient avant, qui étaient des animaux un peu chiants. Au cours du cours, Hagrid leur montre l'hippogriffe et ensuite il dit bon bah voilà, et ensuite il prend Harry et il le pose sur Bipec et il lui donne un bon coup sur la fesse. Il lui dit allez ya, et ensuite l'hippogriffe s'envole et Harry est terrifié et risque sa vie. C'est un peu comme la première fois où j'ai conduit sur le périph'. La même musique résonnait dans ta tête. Ouais. C'était merveilleux. Moi, je t'imagine comme dans la scène dans Clueless, quand elle va sur l'autoroute et qu'elle est en panique. Ah non, moi, vraiment, j'ai trop kiffé. Ah ouais? Vraiment, à chaque fois que j'y vais, je fais wouhou. J'ai pas mon permis, je précise. Mais tu vas accompagné par un professeur d'auto-école. Oui, tout à fait. Oui. Là, si vous nous écoutez, vous vous dites non mais c'est pas possible. Elle parle des nouveaux personnages et elles en oublient 3 majeurs. C'est des maraudeurs. Ah oui. C'est qui les maraudeurs? C'est que des hommes d'ailleurs. C'est un boys club. Ouais. On en avait parlé dans l'épisode 1, mais on l'a enregistré il y a très longtemps. Mais je sais maintenant que dedans il y avait Papa Potter, James, il n'y avait pas Voldemort, il y avait il y avait Lupin, Petit Gros et Sirius. Bravo. Et voilà. C'est les 3 qui sont les 3 personnages que tu viens de mentionner. Oui, les 3 nouveaux, exactement. Je te propose de rester en surface avec un petit jeu. J'adore rester en surface. Quoi? C'est hyper étrange. Quoi? Le petit jeu, c'est sexy ou pas sexy. On commence avec Rémus Lupin, qui est joué par David Thewlis. Sexy ou pas sexy? Méga sexy. Alors vraiment, je comprends pas. Tu peux m'expliquer pourquoi? C'est le suprême BG. Il est très grand. Il a un côté un petit peu espiègle. Ouais. Un petit peu rock'n'roll. Il a un côté un petit peu sale aussi. Dixit, la meuf qui fantasme sur Sirius Black. Le mec, il sort littéralement d'une cheminée. Il est dégoûtant. Oui, mais c'est parce qu'il a passé des années en prison, dans la pire prison qui soit, et il va se laver après. Pour moi, en fait, Lupin, déjà, il est tellement anglais. Genre, ses vestes, elles sont mal ajustées. C'est tout mon problème, Ses dents sont pas droites. Mais non, mais je trouve qu'il a énormément de charme. J'adore David Thewlis. Et là, c'est une figure qui est extrêmement sympathique. C'est une figure d'autorité rassurante. Donc, c'est tout ce que j'aime, quoi. J'aime bien aussi le côté, maintenant, c'est un prof, mais qui a gardé un côté punk. En fait, tu sais quoi? Il me fait penser à Giles. Parce qu'on sait que dans sa jeunesse, il a eu un côté un peu punk.
il était maraudeur, rock and roll. Et ensuite, tu vois, il s'est un peu rangé, mais pas totalement. Et maintenant, il est prof et c'est un cool prof. Peter Pettigrew, queue de verre. Sexy, pas sexy? Bah non, pas sexy. Il est affreux, c'est un rat. C'est un rat qui s'appelle Pettigrew. Enfin, vraiment... Ouais, d'ailleurs, enfin bon, on en a déjà parlé, mais la grossophobie continue quand même dans ce volet parce qu'entre Pettigrew et la tante Marge, quand même. Oui, on et sent puis toute la famille, en fait. des Dursley. Ouais, voilà, Vernon et le gamin, là aussi. Enfin, c'est très. Le gamin. Non, c'est très grossophobe. Ouais. Mais surtout, le dernier, le meilleur pour la fin, Sirius Black, sexy, pas sexy. Bah, il lui faudrait un bon ravalement de façade et après sexy. Parce que Gary Oldman est sexy. Oui. Et Sirius Black est sexy aussi dans sa personnalité. Enfin, je veux dire, toi, tu penses que Lupin est rock'n'roll. Gary Oldman, il a passé genre 20 ans en prison, dans la pire prison. Sirius Black, tu veux dire? Sirius Black. Il a passé genre 20 ans en prison. Non, pas 20 ans d'ailleurs, 13 ans en prison. Et il était trop cool, c'était le plus rock'n'roll de tous, en fait. Non, mais c'est vrai. En fait, quand tu lis vraiment les livres et que tu lis l'histoire des maraudeurs un peu, parce qu'il y a des flashbacks, en fait, dans les livres, ils les ont pas fait là. Il y en aura plus tard, je crois, dans le 6. Mais, enfin, bon, là, ils ont pas fait les... À chaque fois que je parle, bye. Non, du coup, là, ils ont pas fait de flashback, mais il y a pas mal dans le livre, il y a pas mal de flashbacks où on revient sur l'histoire des maraudeurs et sur leur adolescence. Ne baille pas, je t'interdis de bailler. Et tu vois que Sirius, c'est vraiment le plus drôle. Il est un peu cruel aussi avec Rogue, mais c'est le plus drôle et un peu le plus rock'n'roll, quoi. C'est un rebelle. Bon, moi, je me souviens que je l'adorais dans les livres, mais je me souviens plus du tout des livres. Et donc là, je me base entièrement sur ce que je vois dans les films. Et là, pour l'instant, on l'a pas beaucoup vu, Sirius. Ouais, mais on le verra pas beaucoup, en vrai, dans les films. Ok. Et surtout, on n'aura jamais, malgré le fait, heureusement qu'il est incarné par Gary Oldman, qui, du coup, a énormément de charisme et, avec juste un petit sourire en coin, arrive à faire passer beaucoup de choses. Mais on n'aura jamais vraiment l'ampleur de l'humour et du charisme de Sirius dans les films. Enfin, moi, ça a toujours été une frustration avec la mise à l'écran des livres. Mais en même temps, j'arrive à projeter ce que j'aime du Sirius des livres sur le Sirius du film, quoi. Oui, bah, quand les livres sont très présents encore dans ta mémoire, ça marche beaucoup mieux. Mais ouais, pour moi, en fait, là, comme on passe plus de temps avec Lupin dans ce film-là, j'ai beaucoup plus l'opportunité de m'attacher à lui. Oui, c'est sûr. Et de voir toute sa complexité. Alors que de Sirius, comme tu l'as dit, tu n'as vu que son manque d'hygiène. Come on, live with you. T'as du dentifrice ou pas? So now I'll say goodbye. Mais va faire un shampoing par contre. Je t'en conjure. Till then. Je voulais faire un petit point sur les lieux. Parce que dans chaque film, tu as des nouveaux lieux qui sont explorés. Déjà, Poudlard a un peu un nouveau look. La géologie autour, c'est un peu plus escarpé, c'est plus sombre. Et même, par exemple, l'endroit où est le portrait de la grosse dame, là où il rentre dans la salle commune de Gryffondor, elle n'est pas au même endroit. Donc, il y a pas mal de choses qui ont été un peu modifiées. Ouais. T'as bien aimé, toi, ce parti pris ? En fait, je trouve que ça fonctionne très bien dans le film parce que le film est très beau esthétiquement. Après, je crois que mes souvenirs sont beaucoup plus ancrés dans l'univers du 1 et la découverte de Poudlard, parce que c'est la première impression visuelle que j'ai eue et que ça correspondait vachement bien à ce que j'avais lu dans les livres. Et donc là, c'est vrai que ça fait bizarre. J'ai un peu l'impression que c'est pas mon Poudlard, mais d'un autre côté, comme je m'en tape un peu de Poudlard, c'est pas très grave. Et oui, c'est très joli et ça colle. Il faudra voir sur les films d'après, en fait. Mais comme là, l'intrigue et l'atmosphère sont plus sombres, le fait qu'on ait un Poudlard un petit peu plus gothique, menaçant, plein de symboles, ça colle totalement avec le ton du film. On l'a dit tout à l'heure, le film a été réalisé par Alfonso Cuarón, qui est quand même un grand réalisateur. Par exemple, chez les Dursley, je trouve que ça se voit beaucoup. En fait, il y a une patte qui est beaucoup plus intéressante que ce qu'on avait avant, et je trouve qu'il laissait en fait de transmettre quelque chose. Alors bon, Alfonso Cuarón est mexicain, il n'est pas du tout anglais, mais on sent qu'il a une idée de ce à quoi ressemble la vie un peu de la classe moyenne anglaise, et qu'il a envie de retranscrire ça de façon presque un peu, il y a aussi de l'humour en fait dans sa mise en scène à chaque fois. Il est assez moqueur par moments, et chez les Dursley, c'est assez flagrant, je trouve. Ouais, moi je trouve qu'il y a quelque chose, il a saisi quelque chose de très spécifique dans la scène du début avec Marge. Moi, ça m'a rappelé quand j'ai fait une classe verte à Londres quand j'étais gamine, et on était dans des familles d'accueil, et ça ressemblait vraiment à ça. Et ça me le fait beaucoup plus que dans les scènes chez les Dursley des 2 premiers films, qui sont un peu moins cafards. Il y a aussi le chaudron baveur qu'on avait déjà traversé pendant le premier film. C'est là où il rencontrait Quirrell pour la première fois avant d'aller faire du shopping.
c'est le pub slash hôtel qui occupe l'entrée de Diagon Alley à Londres. Et là, dans le livre, normalement, Harry y passe plusieurs semaines parce qu'en fait, il s'enfuit de chez les Dursley et le ministre de la magie lui demande de rester au Chaudron Baveur. Et donc, c'est trop bien dans le livre parce qu'il commence à avoir une petite vie où il va manger des glaces tous les jours dans la rue et tout ça, c'est trop bien. Là, c'est un peu plus court, mais il y a quand même des moments qui sont assez cool, je trouvais, avec l'ambiance de Londres par sa fenêtre et en même temps le moment, par exemple, où il y a une sorcière qui est en train de nettoyer et qui tape à la porte d'une chambre et en fait, quand elle ouvre la porte, il y a une sorte de monstre. On comprend qu'à l'intérieur, il y a un monstre qui lui souffle dessus et elle dit « Ok, je reviendrai plus tard ». Enfin, il y a des petits moments comme ça. J'aime bien ces moments-là dans le film. Ensuite, il y a Préolard, donc qui est la petite ville à côté. Bon, on la voit pas forcément. Moi, j'étais à Préolard parce que j'ai été au parc d'attractions. C'est Hogsmeade en anglais. Et il y a aussi la cabane hurlante qui est à Préolard et qui va être assez centrale dans l'intrigue. Tout à fait. Est-ce que tu as un endroit préféré, toi, dans ce film ? Dans ce film, je pense que Préolard, ça fait vraiment envie. Enfin, ça ressemble à un parc d'attractions. On rentre dans une boutique où il y a plein de bonbons. Enfin, c'est très coloré dans justement un film qui est plutôt sombre. Et là, c'est un moment de légèreté. En même temps, c'est sous la neige. Il y a un côté très réconfortant dans ce lieu que j'ai beaucoup aimé et j'avais envie d'y passer un petit peu plus de temps. Mais je me souviens qu'en lisant les livres aussi, c'était un moment qui faisait toujours rêver quand on allait à Préolard. C'est comme faire les boutiques, mais bien mieux, parce que c'est des boutiques magiques et il y en a plein. On va parler de l'intrigue ? Bon, le point de départ, c'est donc l'évasion, enfin le point de départ après Marge, c'est l'évasion de Sirius Black de la prison d'Azkaban. D'ailleurs, est-ce que tu as compris comment il avait réussi à s'évader ? Parce qu'ils ne le disent pas vraiment dans le film, ils n'expliquent pas. T'as une théorie, si tu devais en avoir une ? Il a mangé beaucoup de chocolat et du coup, il est devenu invincible face aux détraqueurs. Et parce qu'il est aussi, c'est un Animaniacs, donc il s'est transformé en loup, garou. Alors lui, c'est pas un loup. Non, c'est un chien. Donc il a mangé beaucoup de chocolat. Ah, mais les chiens peuvent pas manger de chocolat. Non, il s'est juste transformé en chien. D'accord. Ah ouais. Il suffit de ça pour s'évader de cette prison dont personne ne s'est jamais évadé. Il suffit de se transformer en chien. Donc on passe la majeure partie du film à penser que ce fugitif, Sirius Black, veut tuer Harry. Oui, sauf que le problème, c'est que non. Comme je l'ai soulevé plus tôt, comme tout le monde, tous les gens qui ont vu ce film ont aussi lu le livre, on sait que Sirius Black n'est pas méchant. D'accord, ok. Mais en fait, le film n'allait pas changer l'intrigue parce qu'il y en a plein qui l'ont lu. Mais du coup, on passe la majeure partie du film à voir tous les personnages penser que Sirius Black veut tuer Harry. Mais moi, je trouve que c'est pas très réussi là-dessus parce que justement, ils auraient dû trouver un moyen de rendre la tension un petit peu plus vive, même pour un public qui sait que Sirius est gentil. Dans le livre, il y a plus ça, c'est-à-dire qu'on a vraiment peur. Enfin, par exemple, le fait que McGonagall refuse de le laisser aller à Préolard ou de signer sa propre autorisation, c'est parce qu'ils ont tous peur qu'il soit attaqué, quoi. Donc c'est un truc qui est vraiment présent. Et par exemple, quand Sirius attaque l'entrée, tu sais, le tableau de la grosse dame et qu'elle disparaît, tout le monde pense que c'est parce qu'il veut attaquer Harry Potter. Donc, c'est quelque chose de très, très présent dans le livre. Là, je suis d'accord que ça l'est beaucoup moins, c'est beaucoup moins anxiogène. Ceci dit, tu as quand même eu un petit commentaire sur le fait que ça doit être un peu fatigant d'être toujours pris pour cible. Ça doit être fatigant d'être le main character, quand même. Ça doit être fatigant d'être le pote du main character. Ouais, j'avoue. Mais t'imagines, Harry Potter, tout est autour de lui, quoi. Ouais. Non, eux, ils sont tranquilles, ils peuvent faire les sorties en classe verte. Ouais, c'est vraiment, tu sais, quand t'es un peu accablé et on te dit non, mais tu sais, le monde ne tourne pas autour de toi. Et généralement, c'est une manière aussi de décomplexer un peu et de se dire, ok, tout tourne pas autour de moi. Tout tourne autour de Harry Potter, ça doit être hyper pénible. Celui, c'est vraiment le cas. Et c'est genre, il y a un psychopathe qui s'est évadé d'une prison, il veut te tuer toi. Et en plus, c'est ton parrain. Et en plus, tes parents, s'ils sont morts, c'est à cause de lui. Et du coup, tu peux pas aller en classe verte. C'est terrible. Oui, c'est vrai. Mais non, mais je trouve que ça doit être un peu fatigant parce que on fait toujours la blague quand on regarde les films où j'imagine à chaque fois un élève random qui est assis à la fenêtre à Poudlard et qui voit tout ce qui se passe où genre il y a quand même d'autres élèves qui mènent une vie d'élève normale dans cette école et Harry Potter, il peut pas. Il dort pas. Il est tout le temps puni. Il est tout le temps en train de faire des cours secondaires avec des profs qui lui racontent pourquoi ses parents sont morts. Enfin, tu vois, ça doit être fatigant, quoi.
Ouais, tu m'as fait beaucoup rire à un moment parce que Harry et Hermione, il y a un moment dans le film où ils sont sur un hippogriffe en train d'essayer encore de sauver tout le monde, enfin de sauver Sirius en l'occurrence. Et tu as eu ce commentaire sur l'élève random qui va voir ça. Et c'est bien aussi parce que dans ce film, tout le monde est extrêmement discret. Ils sont tout le temps en train de hurler, tout le temps. J'imagine vraiment le random de 6ème B qui est en train de bouquiner à la fenêtre et qui entend et genre il tourne la tête et il voit 3 mecs en train de chevaucher un truc avec des ailes. Bon, forcément, le fait d'être poursuivi par un psychopathe évadé de prison qui veut le tuer parce qu'il a déjà trahi ses parents et qu'il est responsable de leur mort, ça remue des choses chez Harry, on peut le comprendre. Mais en fait, c'est le problème avec Harry Potter, c'est qu'on peut comprendre toutes ces crises d'adolescence, ces rébellions. Enfin, s'il y a bien une personne sur Terre qui a le droit d'en avoir, c'est lui. Mais il est chiant. Et là, il est un peu chiant parfois. He was that friend. And he betrayed them. Ouais, bon, remets-toi, mec. Mais ouais, tu les as pas connus. Hein. Oh, ouais, c'est pas de leur faute, hein. T'as des trucs à grignoter? Le désespoir dans la voix. Non, mais c'est surtout quand il s'énerve contre Ron ou Hermione que ça m'énerve, quoi. Bah, le problème, j'ai revu cette scène tout à l'heure et c'est vraiment que Daniel Radcliffe joue tellement mal dans cette scène. Mais c'est affligeant et ça fait vraiment mal au cœur parce qu'en plus, il est pas devenu trop mauvais. Et c'est... Non, au contraire, maintenant il est bon, hein, Ouais. mais c'est avec l'âge adulte qu'il a vraiment progressé. Il a vachement travaillé, en fait. Parce qu'il est, il est vraiment pas bon dans ses films. Il y a que Rupert Grint, encore une fois, qui joue bien dans le trio principal. Bon, assez vite quand même, au second plan, derrière Sirius, il y a un autre personnage qui apparaît. C'est Peter Pettigrew, on en a parlé tout à l'heure, dont on comprend qu'il est lié à Lupin et Sirius. Et du coup, t'avais plein de théories. Non, mais je me souviens qu'à un moment, Lupin, il est dans les bois. Et il y a un gros truc. Une révélation. Dans les bois. Dans les bois. Intéressant. Peter Pettigrew, il est pas mort, tu dis? Non. Il est où alors s'il est pas mort? Dans les bois. Avec qui? Avec Lupin. D'accord. Ok. Et avec Voldemort. Ok. Et avec l'hippogriffe. Ok. Heureusement que t'as pas écrit ce livre. Non, mais j'ai un souvenir où Pettigrew, il est... Mais c'est pas dans les films, c'est dans... Je me souviens plus des livres, mais du coup, il y a 20 ans, quoi. Et je me souviens d'une scène avec lui où il est dans une maison dans les bois, non? Ou une cabane. Une maison hantée, un peu. Alors, la maison hantée, oui, mais vraiment l'obsession avec les bois. Into the woods, into the woods. Oui, avec le colonel Moutarde, un chandelier. Non, mais en vrai, c'est pas des théories, c'était des prédictions extrêmement justes. Non, c'est des souvenirs vagues et qui se sont avérés être assez exacts, mais il n'était pas shame dans les bois avec Lupin, Voldemort et l'hippogriffe, par exemple. Et à jouer à la marelle, tous ensemble. Et la maison n'est pas vraiment dans les bois. Faut rentrer sous un arbre pour y aller, mais bon. Oui, c'est ça, elle est dans le bois. Elle est faite en bois. Non, oui, d'accord, ok, si tu veux. Du coup, t'étais très suspicieuse de Lupin parce que tu te souvenais qu'il y avait des trucs un peu chelous. Ouais, je me souvenais qu'il y avait quelque chose de pas net et j'aurais jamais dû douter de lui. Est-ce que lui, c'est parce que Lupin, il était complice avec d'autres gens? Complice de quoi? Bah, je sais pas, mais genre, il a été méchant à un moment et maintenant il l'est plus, ou... Mais méchant dans quel sens? Bah, j'en sais rien, moi. Je sais pas, je te demande de... Non, mais genre, il y a eu un truc... Comme il y a eu tout ce malentendu avec Voldemort, où tout le monde pense que Sirius Black est un pote de Voldemort, alors qu'en fait, il est gentil. Est-ce que Lupin, il y avait pas un truc comme ça aussi, tu vois? Parce qu'il faisait partie de la bande de potes... Donc, tu te souvenais que Sirius était... Forcément, tu t'en souviens parce que Sirius, ça devient un personnage assez majeur après. Tu te souvenais qu'en fait, il était gentil. Oui. Sauf qu'il y a un moment qui me fait beaucoup rire. Parce qu'à un moment, en fait, donc Sirius est en chien et transformé en chien. Bon. Mais t'es sérieux? T'es sérieuse? Non, t'as dit il est en chien. Et du coup, il s'est mis sur Tinder. T'es con. Ah, tu me fatigues. Ah, mais moi aussi, je me fatigue, je suis désolée. Je suis épuisante. Mais bon, bref. Donc,
Il est sous sa forme de chien. Et là, il attaque Ron, qui a dans ses bras le rat, queue de verre, et il traîne Ron sous l'arbre parce qu'ils étaient à côté du sol cogneur, et donc il attrape Ron parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont juste à côté de l'arbre et ils ont peur. Et à ce moment-là, ils sont attaqués en même temps par Sirius transformé en chien et qui l'attrape, qui le traîne dans le trou. Et toi, du coup, t'as compris que Sirius était gentil, mais je sais pas, t'as pas forcément compris tout le reste, quoi. Mais non, c'est Sirius. Il est gentil. Mais non, il veut l'aider. Tout ceci n'est qu'un malentendu. Ah bon? Bah oui. Je pense que c'est un malentendu. Bah oui. Il a l'air assez sûr de lui quand même. Le chien? Voilà. Oui, mais parce qu'il voulait sauver Ron. Sauver Ron de quoi? De l'arbre. Non? Au final, est-ce que c'est important? Non, mais c'est très drôle. Je pensais que tu allais me dire est-ce que c'est faux? Oui. Bon, ils suivent tous le chien. Ils arrivent dans la maison qui grince là. Harry apprend enfin qu'en fait Sirius c'est un gentil, que Lupin est pote avec Sirius et surtout que Queue de Verre, le rat de Ron apprend qu'il a dormi pendant genre 8 ans avec clair. Peter Pettigrew. Donc il est Déjà, un peu j'ai envie de perturbé. dire, il a dormi toute sa vie avec un rat, donc C'est ça. fallait qu'il se pose des questions plus tôt, tu vois. Il découvre qu'il ressemble à ce mec horrible et que c'était un proche de Voldemort, donc un peu traumatisant quand même comme découverte, qui est joué par Timothy Spall, qui jouait aussi il a joué un premier ministre dans The Crown. Ouais. Il a joué plein d'autres trucs aussi. Mais il est vraiment bien casté. Oui. Alors putain, oui. Enfin, c'est horrible de dire ça. Parce Ouais, que c'est ça, on n'ira pas plus loin. Alors, qu'est-ce qui se passe après? En gros, raconte ce qui se passe au moment après qu'ils aient découvert que Sirius était gentil et que de Verre est pas un rat. J'ai l'impression d'être à un contrôle surprise, c'est vrai. Je sais pas ce qu'ils fassent après. Ah oui. Ok, c'est bon. Ils sortent de l'arbre qui tape les gens et Rogue est arrivé aussi. Oui, entre-temps. Avec Panache. Avec panache, voilà, comme toujours. C'est incroyable. Et donc là, ils se retrouvent tous dehors, il fait nuit, et il y a Lupin qui se transforme en loup-garou, parce que c'est un loup-garou, et qu'il y a la pleine lune qui sort. Entre-temps, Rogue voulait un peu ramener les élèves à l'école, mais du coup, il y a un loup-garou dans l'histoire, donc ça commence à être compliqué. Ouais, c'est vraiment la transformation de Lupin qui fout tout en l'air, parce que là, d'un coup, ça laisse l'opportunité à Pettigrew de se transformer en rat à nouveau voilà. et de disparaître. Voilà. Et du coup, ça veut dire que Sirius va être arrêté à nouveau et les détraqueurs vont lui donner le baiser de la mort. Et il se passe des choses, genre il y a des détraqueurs qui viennent et il y a un Patronus qui vient et qui combat les détraqueurs. Ouais, bravo. Et c'est un cerf qui fait de la lumière. Et il y a Harry et Hermione qui sont là, mais ils comprennent pas trop ce qui se passe. Et c'est désespéré et désespérant comme situation. Tout va mal. Et donc là, ils se disent, le seul moyen de... C'est Dumbledore. Ah oui, Dumbledore, petit malin. Ils sont à l'infirmerie, Sirius a été arrêté, tout va mal, Sirius va être condamné à minuit. Et donc là, Dumbledore, il leur dit... vous avez qu'à voyager dans le temps. Et comme ça, tout ira bien. Et comment est-ce qu'il voyage dans le temps? Il C'est voyage génial, dans on le temps. devrait faire tous les épisodes comme ça. Avec un super collier qui a un sablier au bout. Et c'est Hermione qui l'a, et c'est un sablier, enfin c'est un collier qui permet de remonter le temps. Et c'est ça qu'elle a utilisé pendant tout le film pour assister à plusieurs cours en même temps, parce que c'est une première de la classe et qu'elle veut apprendre plein de choses. Et donc elle utilise ce collier qui a une chaîne très longue, puisqu'elle peut le mettre sur elle et Harry. Un détail très important. Et donc il remonte le temps, et il sauve Buckbeak, et il sauve Lupin, et il sauve Sirius. Et Harry trouve comment invoquer le Patronus de son père pour contrer les détraqueurs. Et c'est super. Il y a juste un truc dont il faut qu'on parle, c'est le grand moment d'Hermione. Oui. Ça, tu t'en souvenais bien? Bah oui, parce que c'est un gif. Ah oui, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est un moment très cool. En vrai, je veux pas glorifier la violence, mais elle donne un coup de poing à Malfoy. Et elle le traite de petit cafard avant aussi. On peut glorifier un peu
Oui, bah là, dans ce cas précis, il l'avait bien cherché. Et ça fait du bien. Le travail sur le son, à ce moment-là, est parfaitement exécuté. C'est un bruit très satisfaisant d'entendre Malfoy se prendre un pain. Et c'est un moment un peu badass d'Hermione. Et c'est très bien parce que c'est un personnage qui est généralement toujours à vouloir obéir aux règles et respecter un peu les règles. Et qui est un personnage qui est plutôt diplomate aussi. Et donc là, la voir choisir la violence, c'est très cool. Look who's here. Ah, come and see the show. You. Ah, c'est là qu'elle va lui mettre un point à la gueule, non? Evil little cockroach. I'm lying, no. T'as pensé quoi de ce film? Bah, il est quand même nettement mieux que le 2. En fait, j'ai toujours du mal avec la manière dont les intrigues de ces films sont construites. Je trouve que je l'ai dit, je crois, pendant qu'on regardait le film, j'ai l'impression que c'est plus plein de séquences mises bout à bout plutôt qu'une intrigue qui est vraiment bien bâtie avec du suspense. Et là, c'est encore le problème que j'ai puisque le suspense principal, je l'ai dit, c'est un peu la double identité ou le malentendu sur les intentions de Sirius. Et nous, on sait déjà tout ça. Donc, en fait, on assiste à un suspense pour les personnages qui n'est pas du tout présent pour nous. Donc, ça tombe un petit peu à plat. Et pour un film qui dure plus de 2 heures, je trouve que c'est compliqué. Et je pense qu'ils auraient dû mieux l'écrire pour créer cette tension-là. Mais après, oui, c'est quand même un film qui est beaucoup plus maîtrisé visuellement que le précédent. Il y a plein de moments chouettes. Et il y a un petit peu plus d'humour aussi, et d'humour un petit peu mordant et un petit peu absurde. Ça fait aussi film un petit peu plus adulte, et ça, c'est malin de la part des scénaristes et producteurs et du réalisateur de se dire que les fans de l'univers étaient en train de grandir aussi, et que donc, avec eux, la saga doit grandir un petit peu, et donc le côté très enfantin qu'on a dans le premier va peut-être aller vers un humour qui parlerait plus à un public ado, en fait, ou à un public même adulte. Là-dedans, les producteurs, ils suivent le mouvement de J.K. Rowling très clairement dans la façon dont elle a écrit les livres. Ils deviennent de plus en plus sombres et de plus en plus matures. Et là, au moment du 3, au moment de la sortie du 3, c'était le livre le plus long. C'est un livre plus sombre aussi, forcément, parce qu'avec les détraqueurs, ça remue des choses. Le personnage de Sirius Black est aussi plus sombre et un peu plus sarcastique que d'autres personnages. Lupin aussi, au final, hein, même si c'est un personnage très très attachant, le fait qu'il ait une part d'ombre comme ça, le fait que ce soit un loup-garou, qu'il y a un secret autour de lui et tout ça, mais qu'en même temps que ce soit quelqu'un de bien, il y a plus de complexité en fait que dans les précédents. Et c'est vrai que le film a vachement été salué, aussi bien par la critique que par les fans, pour avoir bien retranscrit ce changement un peu de ton, quoi. Le fait que ça soit plus mature et plus sombre. Et ça a vraiment impulsé aussi ce qui va arriver après, qui va être de plus en plus sombre. C'est considéré comme le film de la saga qui est le mieux réalisé par beaucoup de monde, parce que bon, c'est aussi Alfonso Cuarón qui après a fait Gravity, il a fait Roma, donc c'est vraiment un très très grand cinéaste. Et ça se voit ici quand même. Je suis d'accord avec toi, il y a des problèmes d'écriture et des problèmes d'interprétation. Même si je trouve qu'il dirige beaucoup mieux les acteurs. Et j'ai pas retrouvé ça dans mes recherches là, mais je me souviens à l'époque, parce que j'étais très fan et donc je lisais tout ce qui sortait, d'avoir lu une interview de Daniel Radcliffe qui avait adoré travailler avec Alfonso Cuarón. Moi, c'est un film que j'adore. En tout cas, dans la saga, je pense que c'est mon préféré, quoi. Et dans le vaste champ des films en général, tu le situerais où? Bon, les grands fans de cette saga peuvent se boucher les oreilles, hein. J'adore les livres. Pour moi, c'est parmi vraiment les plus grands, peut-être la plus grande saga de littérature enfantine. Enfin, c'est pas hyper original de dire ça, mais je pense vraiment qu'ils sont brillants et qui sont hyper addictifs et qui sont hyper plaisants à lire. Pour moi, les films, visuellement, sont assez spectaculaires, arrivent à retranscrire un univers, mais dans l'ensemble, à cause de l'interprétation et des défauts d'écriture et du fait que tu peux pas retranscrire vraiment tout ce qu'il y a dans les livres, dans les films, pour moi, ils sont très décevants, quoi. Ouais, et puis c'est pas des excellents films, on est non, d'accord. non, pas du tout. Non, parce non, que pas je du me tout. suis fait insulter parce que j'ai dit que ce film-là j'ai mis 3 étoiles sur Letterboxd et une personne que je ne nommerai pas m'a insulté en me disant comment tu oses noter aussi bas le meilleur de la saga. Et j'étais bah oui, mais les autres, je les noterai encore plus bas. Mais en fait, si je le note par rapport à tous les films que j'ai vus, et là, désolé, je reviens du Festival de Cannes, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, c'est vraiment très beau et c'est vrai que Cuarón a fait un beau boulot, mais c'est pas un excellent film, c'est un bon film. Ouais, et je dirais même, c'est un film sympa. Parce que je pense que certaines personnes vont penser qu'il y a une forme de snobisme parce que tu parles du Festival de Cannes, mais en fait, si on peut comparer par exemple avec des Spielberg, quoi, c'est-à-dire des films très gros public, gros budget, comme, pour moi, Jurassic Park, c'est un des meilleurs films qui a jamais été fait.
Les Harry Potter ne sont même pas... Ils jouent pas dans la même catégorie du tout. Mais après, bon, c'est des films pour enfants, mais même les films pour enfants, pour moi, il y a plein de films pour enfants qui sont bien meilleurs. Brillants. C'est ça. Donc, pour moi, c'est des films qui, visuellement et en termes d'univers, sont géniaux, qui m'ont offert par le passé des petites doses, justement, de cet univers qui représente une Madeleine de Proust. Et du coup, après le 3, je pense que, justement, de tous les livres, c'est mon préféré avec le 5. Et c'est celui que je trouve le moins nul, en fait. C'est un peu comme ça que je le dirais, même si j'aime bien le 4 aussi. À partir de maintenant, en fait, je les aime tous. Je peux les revoir tous avec plaisir, quoi. Mais je pense pas que ce soit d'excellents films, du tout. Ouais. Anaïs, comme tu le dis, tu reviens du Festival de Cannes, tu es critique ciné. Et donc, tu as un œil pour la réalisation en général. Donc, je me suis dit que ce serait intéressant dans chacun de ces épisodes de te donner un peu la parole spécifiquement sur la mise en scène. Qu'est-ce que tu as à dire là sur la mise en scène de ce film qui est reconnue, je dirais, par les critiques comme la meilleure de la saga? Du coup, j'ai pas revu depuis très très longtemps les futurs films, donc je sais pas ce qui va venir encore après. Mais je pense que celui-là, il est déjà très marquant et mémorable visuellement. Et je pense que c'est un critère qui est toujours assez parlant quand tu peux te souvenir visuellement d'un moment du film, te souvenir de exactement où était placée la caméra, comment étaient cadrés les personnages, etc. Ça veut dire que le réalisateur a réussi à un niveau vraiment très basique, mais déjà il a réussi quelque chose. Après, moi, ce qui me plaît énormément dans ce film-là, et je pense que c'est ça qui plaît à plein de fans, même des gens comme toi qui n'étaient pas particulièrement sensibles au genre de l'horreur quand ils ont découvert ces films-là, c'est qu'il y a quand même un aspect horrifique. Après, très pour moi, léger. C'est un aspect gothique aussi, et j'étais plus sensible à ça qu'à l'aspect horrifique, tu vois. Il y a un aspect beaucoup plus gothique dans les décors, voilà, ces pièces un peu sombres et le bruit de la pluie dehors. Mais il y a aussi une grosse influence du genre du cinéma d'horreur dans ces films-là. Il y a plusieurs références à Evil Dead 2. J'en ai parlé d'ailleurs quand on a regardé le film, mais il y a le bouquin très agressif qui s'ouvre et qui attaque comme s'il avait des dents plusieurs personnages. Ça, c'est très Evil Dead 2. La manière dont c'est retranscrit visuellement, le son qui est utilisé, c'est très Evil Dead 2. Il y a un jumpscare quand Emma Thompson découvre Harry Potter avec la boule de cristal, là. Alors certes, voilà, c'est un petit jumpscare, mais c'est plein de moments comme ça qui sont légèrement inquiétants, qui sont très ludiques et enfantins, donc c'est pas de l'horreur du tout, mais on sent quand même une influence qui est très claire. Il y a le personnage bossu qui accueille aussi Harry au début, qui évoque forcément Frankenstein ou plein de monstres comme ça, de freaks qu'on a vus dans des films d'horreur. Il y a les corbeaux, il y a le mec qui vient exécuter Big Beck, là, voilà, le bourreau, voilà, avec sa faux qu'il est en train de déguiser. Enfin, tout ça, c'est quand même un univers qui est particulièrement sombre. Il y a une maison hantée. Donc tout ça, forcément, ça joue, il y a les détraqueurs et c'est un film qui est beaucoup plus sombre déjà dans sa palette, mais en même temps beaucoup plus fin aussi, je trouve, sur la photographie. Par rapport au précédent, on en avait parlé, le 2, où il y avait une espèce de palette verdâtre. Ça faisait un peu cheap. Et on avait parlé des effets spéciaux aussi, qui étaient pas terribles sur les escaliers, tout ça. Là, il y a plein de moments marquants sur l'architecture de Poudlard. Il y a une scène dans des escaliers en spirale, cette fois-ci, qui est hyper mémorable. Et bon, toutes les scènes d'escalier vont rappeler forcément Vertigo, Sueur froide, de Hitchcock. Mais celle-là, elle est extrêmement belle. Et il y a aussi plein de motifs récurrents. On sent qu'il y a une vraie attention à comment raconter une histoire visuellement. Et on dit aussi souvent, je crois qu'on en a déjà parlé dans Ami, que pour voir si un film est bon, il faut le regarder sans le son, pour voir s'il arrive à transmettre tout ce qu'il doit transmettre rien que par l'image. Et on peut contester cette théorie-là parce que les dialogues, ça peut aussi être très important. Mais là, je pense que c'est vraiment le cas avec celui-là. Si on regarde... C'est même mieux sans le son. C'est ça. Si vous avez que la musique et pas les dialogues, ce serait mieux. Ouais, mais en fait, quand tu regardes ce film-là, et je pense qu'il mérite d'être revu pour repérer un petit peu tous les indices qui ont été semés, mais il y a énormément d'horloges et de références au temps et au passage du temps dans tout le film, dans les décors. Parfois, c'est très, très évident. Il y a plein de moments où Harry est cadré, en fait, avec une grosse horloge à côté ou au sein d'une grande horloge. Mais il y a aussi plein d'autres
petits moments dans lesquels on voit ce détail-là visuel, et c'est un motif récurrent qui, évidemment, annonce le voyage dans le temps qu'on va avoir dans le dernier tiers. Donc on sent qu'il y a juste une vraie attention de la part d'Alfonso Cuarón à comment raconter une histoire, et je crois que j'avais aussi dit dans le film précédent qu'on avait l'impression que c'était tout le temps la même valeur de plan. Et là, c'est pas du tout le cas, c'est extrêmement bien rythmé visuellement, il y a quand même du suspense qui est créé dans les scènes d'action, enfin juste... C'est assez basique, mais c'est très très bien fait. On sent que c'est fait par quelqu'un qui a une grande maîtrise visuelle et c'est très plaisant. Au niveau de l'histoire, moi, ce que j'adore dans le livre et que j'aime bien aussi dans le film, même si c'est moins... Il y a moins un accent dessus parce que forcément c'est un livre assez long on pouvait pas tout mettre dedans. C'est l'apprentissage de la magie, c'est-à-dire que c'est une année où Harry va énormément progresser et même il va atteindre un niveau. Par exemple, le fait qu'il puisse faire un Patronus, c'est quelque chose qu'il va enseigner à d'autres 2 ans plus tard et c'est un niveau de sorcier d'âge adulte ou de dernière année d'école. Donc il y a un truc hyper grisant en fait dans le livre à le voir aussi être aussi doué là-dedans parce que par exemple Hermione, elle est très très bonne théoriquement, mais sur ces sorts-là, elle est pas très très bonne nécessairement. Et lui, il a vraiment quelque chose et du coup, il y a pas mal de sorts et il y a beaucoup de chapitres autour des cours de défense contre la magie noire. Et ça, j'adorais dans le livre, vraiment. Et là, il y a 2 trucs clés. Il y a la scène avec les épouvantards. Tu peux expliquer un peu le principe ? Donc en fait, c'est un truc qui est une manifestation de ta plus grande peur et donc qui change d'apparence selon la personne qui l'a en face. Et pour le contrer, il faut penser à quelque chose qui va le rendre ridicule. Exactement. Ce serait quoi ton Bogart ? Bah, le problème, c'est que moi, mes peurs sont tellement abstraites et existentielles que je sais pas du tout comment tu pourrais les représenter visuellement. Il y a un moment où tu m'as fait beaucoup rire parce que bon, j'étais très fatiguée pendant ce visionnage. Je me suis endormie 1 ou 2 fois, surtout que je le connais par cœur. Et il y a eu un moment où tu m'as fait beaucoup rire. Mais vraiment endormie, hein, c'est-à-dire qu'elle s'est pas assoupie, elle s'est endormie. Elle dormait, vraiment. J'étais en train de dire que le truc qui me faisait le plus peur, c'est d'être abandonnée par tous les gens que j'aime. Et là, je me suis tournée, t'étais en train de dormir. Voilà, donc il y aurait ça, par exemple. Ou vraiment, tu vois, le fait d'être en train de parler et entouré de plein de gens que j'aime et ils m'écoutent pas. Ah, putain, ça aussi, c'est un truc que tu fais très souvent. Ah non, mais t'es insupportable avec ça. Non, enfin, ouais, pour moi, ce serait des trucs comme ça. Ou, me retrouver, non, seul au monde, ça me dérangerait pas, en fait. Tout le monde me saoule, donc... Ensuite, il y a les Patronus. Oui, alors ça... C'est quoi le principe ? Donc, c'est des animaux qui brillent. Mais ça n'a pas de lien ni avec les dinosaures, ni avec les patrons qu'on utilise en cours de couture. Oui. Anaïs, ça fait beaucoup de cours de couture, oui, visiblement. Tout à fait. Donc, les Patronus, c'est un truc qui est censé contrer les épouvantards. Et moi, je pensais que c'était un animal totem, pas en fait. les épouvantards. Les détraqueurs, oui. Ah oui. Franchement, il y a trop de concepts dans ces histoires. Mais moi, j'ai toujours pensé, avant de revoir les films et que tu m'expliques un peu, que les Patronus, c'était juste un animal totem. Et du coup, c'était genre, tout le monde en a un, tu vois. C'est quoi ton animal totem ? Tout le monde en a un, mais il faut pouvoir l'invoquer. Mais il est utilisé que pour contrer les détraqueurs ? Non, il peut aussi transporter des choses et transporter des messages. Mais ça, on le voit plus tard. Mais par exemple, dans le 7, il y a un moment où le Patronus devient très, très crucial pour certaines choses. Mais normalement, là où on le découvre dans le livre, c'est pour ça, oui. Mais donc, là, en l'occurrence, il y en a un. C'est l'animal qui représente le père de Harry. C'est un cerf. Disons que le père de Harry était un animagus. Et donc, un animagus, c'est juste la capacité de se transformer en animal. Voilà, c'est un truc de métamorphose. C'est très rare et normalement, ils sont inventoriés. Par exemple, McGonagall en est un où elle peut se transformer en chat. Mais eux avaient en fait été très très bons quand ils étaient jeunes, très bons sorciers. Et en fait, il y avait juste normalement Lupin qui était un loup, Garou. Et en fait, pour soutenir leur ami, ils ont décidé d'apprendre à se transformer en animal pour qu'ils soient moins seuls en fait. Parce que la cabane abandonnée avait été construite par Poudlard pour qu'ils puissent passer ces nuits de pleine lune là-bas sans mettre en danger d'autres personnes. C'était Dumbledore qui avait conçu ça. Et donc, le père de Harry se transformait en cerf. Et le Patronus de Harry, c'est un cerf. Mais c'est un moment assez émouvant dans le 3 parce qu'en fait, son Patronus est un cerf et il découvre ça. Et en fait, il comprend le lien quand il comprend que son père était un cerf aussi quand il se transformait, quoi. Ah oui, le Patronus, là, on était censé décider du Patronus de l'autre. Mais du coup, le Patronus... C'est un peu comme un animal totem, en vrai. Non, parce que dans la meilleure saga de fantasy enfantine, Oui. À la croisée des mondes, il y a le concept des démons. Et donc là, c'est vraiment tous les êtres de cet univers
ont un animal qui leur correspond parfaitement et entre eux, ils ont un lien invisible qui les relie, donc ils peuvent pas être séparés trop loin géographiquement non plus. Et c'est un peu une représentation de leur âme. Et donc l'animal est très important, enfin le choix de l'animal est très important puisqu'il symbolise l'intérieur un peu. D'accord, c'est bien. Et là, c'est pareil. Oui, tu peux penser à ça comme ça. En plus, ça rend le jeu plus drôle. Parce que sinon, c'est juste un animal random. Non, mais parce que ça peut être, par exemple, tu vois, quand je veux un petit singe, c'est pas parce que j'estime que j'ai une âme de petit singe. C'est parce que j'adore les petits singes. Et j'aimerais trop avoir un chien, mais j'estime pas avoir une âme de chien. T'as pas une âme de chien. Ok, donc ce serait quoi mon Patronus ou Animagus? Bah, moi, après, bon, je sais pas si j'ai pensé à ton âme. Désolée. J'ai pensé au cochon d'Inde, mais parce que... Mais meuf, parce que t'as un cochon d'Inde littéralement tatoué sur toi. c'est un hamster. C'est la même chose. Non, pas du tout. Bon, d'accord. Ça se ressemble vachement. Donc, tu serais un hamster, si tu veux. T'as bouffé un cochon d'Inde et t'as un tatouage. Voilà, je ne veux pas être définie par cette expérience culinaire au Pérou. Par contre, oui, c'est vrai que j'ai un hamster tatoué sur les côtes. Voilà, bon, tu serais un hamster. Moi, tu vois, je me suis dit que ton Patronus, ce serait une lionne. Pourquoi? Parce que t'es... Elle me dit un truc hyper flatteur pour me faire me sentir mal. Non, mais c'est t'as vrai, pas du j'ai tout. réfléchi avant et je me suis dit soit un chat, mais c'est boring as fuck. Oui, puis je suis pas un chat, en vrai. Non, mais t'es un peu un chat quand même. T'es indépendante. Parfois, tu pètes des crises. De manière imprévisible. Mais t'es une lionne parce que c'est toi qui mènes les lions à la baguette. Mais en même temps, de manière un peu tranquille et discrète, tu vois. Mais t'as ton caractère et tu peux faire très peur et tu peux t'imposer et être un peu la meilleure, tu vois. Et en même temps, t'es sauvage et tu es majestueuse. Voilà, c'est- mais moi, je suis un cochon d'Inde. Donc, reprenons cet exercice, Marie. Faut un animal qui sourit pas trop, mais qui a besoin d'attention quand même. Bah ça, c'est un peu un chat. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Bon, je l'ai dit, c'est un film qui a été très bien reçu, aussi bien par la presse que par les fans en général. Il y a quand même quelques petites choses qui ont rendu les fans un peu chafouins, moi y compris. Bon, c'est vrai que comme le livre était assez long, c'est difficile de tout adapter. Donc bon, ils ont sauté toute l'histoire des maraudeurs, parce qu'on voit la carte, mais on voit pas trop qui ils sont. On comprend pas. Enfin, si tu n'as jamais lu le livre, par exemple, tu comprends pas forcément que Lupin était l'un d'entre eux. C'est sous-entendu, mais c'est pas vrai. explicité. Il y a des détails du château, comme le fait que le portrait de la grosse dame soit en plein milieu des escaliers au vu de tous, alors que c'est censé être un tout petit peu plus secret quand même l'entrée des salles communes. Enfin bon, ça c'est moi qui suis pointilleuse. Moi, ce qui me chagrine le plus et ce que je trouve le plus con dans l'écriture, c'est vraiment la relation entre Ron et Hermione. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs moments dedans où on voit que leurs mains se touchent et ils sursautent, ou bien qu'ils sont gênés que quand ils sont tous les deux, ou des choses comme ça, qui sont pas du tout des choses qui apparaissent dans les livres. Et c'est un peu grossier, je trouve, et un peu gros sabot. Oui. Alors qu'il y a un moment, en fait, qui a complètement été transformé. C'est le moment où Rogue remplace Lupin pour un cours. Et à un moment, il y a Hermione qui répond à plein de questions et qui refuse de se taire. Et Rogue la traite de Madame Je sais tout. Dans le film, là, Ron dit he's got a point. Il a raison, on peut pas le contredire, quoi. Ce qui est un peu une trahison envers Hermione, quand même, ce truc. Alors que dans le livre, alors que Ron est le premier à dire que Hermione est une Madame Je sais tout, là, quand elle est attaquée par Rogue, il répond à Rogue. Et il se prend la tête avec lui parce que il est sur la... Ben ouais, c'est trop mignon. En vrai, c'est beaucoup mieux que leurs mains qui se frôlent et eux qui sursautent comme deux neuneux. Là, c'est vraiment un truc où tu comprends que Ron, même s'il a une relation qui peut être un peu conflictuelle avec Hermione et tout ça, si quelqu'un d'autre l'attaque, il va la défendre tout de suite parce qu'il a un instinct de protection avec elle. J'aimais beaucoup ce moment dans le livre et en fait, je trouve que c'est un signe un peu de bêtise et de manque de subtilité, en fait, je trouve, la façon dont ça a été retranscrit à l'écran. Donc, je trouve ça un peu dommage, voilà. Bah, je trouve que l'écriture manque énormément de subtilité, globalement. On l'a lancé la semaine dernière, on va avoir un sort toutes les semaines. Cette semaine, on n'a même pas besoin de le dire ici, en fait, parce que pendant le visionnage, tu as trouvé le meilleur sort qui soit. Et là, par exemple, ils n'ont pas un sort pour qu'il ferme sa gueule. Ferme ta gueulus. Ce serait très bien. C'est clair. Bon, par contre, tu avais, à ce sujet, au sujet des sorts, un coup de gueule à pousser. C'est juste que je trouve qu'il y a des trucs
la répartition des sorts me paraît parfois très arbitraire entre ce qui est utile et pas utile. You look so miserable, Harry. Ça, tu vois, moi, j'aimerais pas. Moi, j'aime bien fermer ma valise moi-même. Oui, parce que il utilise un sort pour que sa valise se ferme. Mais moi, je préférais utiliser un sort pour porter ma valise, mais pouvoir la fermer et avoir la satisfaction d'avoir fini et fait ma valise moi-même. Moi, ce que j'ai jamais compris, ceci dit, c'est ils ont pas de portable, alors que les portables sont plus efficaces pour communiquer que les moyens que eux ont de communication. C'est vrai. Genre les chouettes. Et au bout d'un moment, tu te dis quand même, la magie, si la magie va moins vite que Internet, tu te demandes à quoi ça sert. C'est qui ton MVP ? Ben, Lupin. Parce que pendant le film, tu avais beaucoup de compliments à dire à Rogue. Et Rogue, tout le monde l'a laissé... Ouais, Rogue, c'est un loser. T'as pas encore compris ça, Anaïs ? Que c'est un gros loser ? Moi, je l'adore. I prefer a little walk in the moonlight. Franchement, Alan Rickman, il est au-dessus de... Littéralement, mais... Enfin, il est 18 gratte-ciel au-dessus de tous les autres gens dans ces films, quoi. I trouve, Ah ouais. investigated a rather curious artifact from Mr. Potter. Take a look, Lupin. It's supposed to be your area. Je trouve que vraiment, c'est les seuls moments où les films prennent vie, c'est quand il est là, quoi. Je maintiens, vraiment, même rien qu'en écoutant cet extrait, en fait, c'est un des seuls de ces films, à livrer une interprétation. C'est-à-dire qu'on le voit pas réciter des répliques, on voit vraiment un personnage qui prend vie et qui a une interprétation très spécifique de qui est ce personnage, qui correspond d'ailleurs pas forcément à ce que moi j'avais imaginé quand moi j'avais non lu plus. les livres. Ouais. C'est pas juste une transposition d'un personnage du livre à l'écran, c'est vraiment une création. Et ça, c'est Alan Rickman qui le fait, et c'est pas que parce qu'il a une voix très particulière et qu'il a un look aussi avec ses cheveux noirs très particulier dans le film, mais juste toutes ses arrivées sont flamboyantes. On sent que les réalisateurs le voient aussi, parce que là, quand il arrive dans la salle où il ferme les fenêtres les unes après les autres, c'est aussi un de ces moments de mise en scène qui sont hyper marquants. Il fait juste des entrées en scène magistrales à chaque fois, et chacun de ses gestes est hyper pesé et hyper flamboyant. Il est incroyable. Moi, je le trouve génial, et j'aimerais qu'il soit beaucoup plus présent dans les autres films. La semaine prochaine, c'est La Coupe de Feu. J'ai trop hâte. Franchement, c'est celui que j'attends le plus. Dans mon souvenir, je me souviens que quand le film était sorti, ça avait été mon préféré, sur le coup, quand j'étais ado. Moi aussi, je crois. Mais avec le recul, c'est peut-être pas forcément mon préféré, mais j'en garde quand même un très très bon souvenir. Bah ouais, le tournoi, quoi. Merci de nous avoir écoutés, merci Anaïs. Merci Marie. Et merci à vous de nous écouter toutes les semaines. Si vous découvrez ou redécouvrez ces merveilles du 7e art en même temps que nous, n'hésitez pas à partager vos impressions sur les réseaux sociaux. On adore vous lire à chaque saison. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire, ou vous pouvez nous hyper auprès de tous vos amis. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ami est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron. Production éditoriale, prise de son et réalisation Aurélie Rodriguez. Oh, j'ai trop peur. Lumos Maxima. Lumos Maxima. Ouais. Il y a des problèmes de performance. Maxima. Alors moi, je me fais mordre par un rat. Je peux te dire que ma première réflexe, c'est pas de courir après le rat. C'est de courir à l'hôpital. Ouais. Voire de m'amputer la main. Mais il faut qu'ils se calment tous dans ce film-là. Ils sont hyper agressifs. Hein. Serious. No. Serious. C'est pas parce que tu cries son nom qu'il va guérir. C'est quand même fou dans ces films, tout leur arrive. Genre, ils font rien. Il leur arrive des choses.